Bonjour mesdames et messieurs, vous m'entendez? Oui. Bon, monsieur Tassot et madame Pradadil, que je remercie, et les organisateurs, madame Anne-Laurent Vanier et puis probablement Marie-Christine Casal, en tant qu'organisateur, pas du tout? Bon. Je voulais juste contextualiser un peu mon intervention, qui est assez longue. Mais voilà, je suis un équilibriste et si vous me permettez, à un moment donné, s'il y a besoin de faire de l'équilibre, je ferai de l'équilibre et j'irai plus ou moins vite ou carrément je peux sortir d'une présentation. Pourquoi je dis ça? Pour contextualiser, parce qu'au départ, c'était Jean-Michel Mazot, professeur Jean-Michel Mazot, qui a été mon directeur de thèse, qui devait faire cette communication et il ne pouvait pas venir aujourd'hui. Et donc je le représente, il m'a délégué, enfin très exactement, il m'a dit « c'est toi qui y vas ». Très bien, c'est la mission que j'ai acceptée, bien sûr, après avoir fait la thèse avec lui. Et puis, ce que je vais vous présenter est une des parties, un des chapitres de cette thèse. Voilà. Et nous avons travaillé à partir de la CIF sur une question qui nous paraissait importante, qui était celle de l'évaluation de la participation, très exactement des restrictions de la participation, pour des personnes présentant un trouble cognitif. Voilà. Le contexte, c'est celui-là. Maintenant, c'est le contexte, c'est le contenu avec lequel j'arrive. Maintenant, bien sûr, il faut que ça corresponde aux attentes d'un public. Donc, on m'a dit, toi, tu fais la CIF pendant 20 minutes. Bien. Puis ensuite, tu fais GEMAP pendant 20 minutes. Et quand j'ai préparé le topo sur la CIF, cette présentation, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux! Mais qu'est-ce que c'est ennuyeux! Puisque la CIF, elle date de 2000. Nous sommes en 2015. Donc, est-ce que je dois vraiment faire une présentation de quelque chose qui est supposé être connu par tous et qui est en l'essence contenu dans la loi de 2005? Si à un moment donné, vous en avez marre, vous levez la main et j'arrête et je passe à autre chose. Je passe à la présentation d'un outil. D'accord? On peut passer ce contrat? Très bien. Alors, l'idée, je vais faire assez vite, évidemment, enfin je vais essayer en tous les cas. Donc l'idée, c'est que ça date de 2000. C'est l'OMS qui a décidé très rapidement, pour un certain nombre d'options politiques probablement ou de reconnaissance, qui a décidé de produire une classification, la deuxième, concernant le handicap. Le but, c'était d'homogénéiser. Et l'OMS a une vocation mondiale. Tous les pays de la planète n'ont pas adhéré à l'OMS, mais globalement, l'objectif, c'est d'homogénéiser un langage. Ce langage, eh bien, il est le résultat d'une évolution. Tout le monde, normalement, connaît la CIH. C'est le formidable progrès qu'elle a représenté pour tout le petit monde des soignants, mais aussi des personnes qui étaient victimes d'un traumatisme crânien, par exemple. Et puis, très rapidement, les limites. Et les limites de la CIH, elles apparaissent très très vite. Elles apparaissent en 1988, lors du colloque international que l'OMS organise pour déclencher le processus de révision. Elle invite Patrick Fougerolas, qui est québécois, sociologue, et qui commence à travailler sur ce processus de révision et qui, en 92, propose le processus de production du handicap. Deux voies parallèles et deux voies concurrentes vont se dessiner. D'une part, le Québec et le Canada viennent de décider que le PPH serait le modèle officiel du pays. Ça date, je crois, d'il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça. Eh bien, en Europe et en France en particulier, ce n'est pas le chemin que nous avons suivi, puisque la loi de 2005, vous le savez, s'appuie sur la CIF, qui est la continuation, qui est un avatar de la CIH. Alors, le changement radical pour la CIF, c'est qu'elle ne le dit pas, mais elle intègre les travaux de Fougerolas et en particulier sa réflexion sur l'activité, la réflexion sur l'aspect dynamique du handicap et sur l'idée que pour comprendre le handicap, il faut être dans une pensée systémique, c'est-à-dire celle de l'interaction entre tous les éléments qui sont en jeu et qui occasionnent et qui produisent ces situations de handicap. Donc la particularité de la CIF,
c'est de s'appuyer sur l'activité, et l'activité qui n'est pas réellement définie. Donc l'idée dans les éléments qui constituent l'activité, c'est de regarder l'interaction. D'accord. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Évidemment, on n'a rien dit. Donc le travers très rapide qui se produit pour la CIF, c'est possiblement de n'être qu'une classification et probablement une boîte vide. C'est-à-dire que quand on pense une classification, c'est-à-dire comptabiliser tous les éléments qui rentrent en jeu dans la situation de handicap et avoir une pensée systémique, les deux modes opératoires sont un peu incompatibles. Alors notre projet a été essayé de tirer parti, je dis ça entre guillemets bien évidemment, de tirer parti de cette CIF et de voir comment les facteurs environnementaux, les facteurs personnels et puis ces notions d'activité pouvaient être travaillés, documentés et appliqués à des situations concrètes. Alors le modèle de la CIF, c'est celui-là, c'est un modèle, ce n'est qu'un modèle, globalement ce n'est qu'un modèle de plus et ce ne sont que des boîtes qui sont reliées par des petites flèches. Une fois qu'on a dit ça, encore une fois, on a tout dit et on n'a rien dit. Donc je vais essayer simplement de le développer, de le faire vivre avec vous. La base, simplement, la partie du haut, vous voyez simplement les causes. Donc problèmes de santé, troubles, maladies, c'est ce qui appartient à la classification internationale des maladies, la CIM, et notre 10e révision, et puis la révision qui est en cours actuellement. Ça provoque une altération au niveau des fonctions qui viennent modifier la capacité du sujet à créer, générer des activités. Donc on parlera de limitation d'activité, quand effectivement il y a une difficulté à ce niveau-là. Et puis l'idée de la participation. Ça concerne le sujet. La participation, c'est ce qu'il fait véritablement dans la vie de tous les jours. Les activités, c'est la capacité à faire. Et puis la participation, c'est ce que la personne fait vraiment. Et on peut imaginer qu'il puisse y avoir une différence, bien sûr, entre les deux. Et la différence, elle vient d'une part du sujet lui-même, c'est-à-dire de la pathologie et de ses conséquences, et d'autre part, ce qu'on appelle les facteurs contextuels, c'est-à-dire les deux boîtes du bas, les deux boîtes bleues, à savoir les facteurs environnementaux et les facteurs personnels. Alors la CIF reste très prudente sur les facteurs environnementaux, puisque l'idée d'une classification, c'est très difficile, beaucoup de variabilité, donc on ne peut pas faire le catalogue complet, ainsi que pour les facteurs personnels. Donc c'est une boîte qui peut être vide ou qui peut être remplie, selon ce que l'on souhaite faire. Alors, j'ai donné mon accord, nous avons donné notre accord avec Jean-Michel Mazot et puis l'équipe que je représente derrière moi sur Bordeaux, pour que ce PowerPoint vous soit communiqué. Donc, ça, c'est une base, vous l'aurez à votre disposition. Je vais simplement vous épargner la lecture fastidieuse de ces définitions. D'accord ? Simplement, sur le schéma, j'ai présenté les fonctions organiques. Vous avez là quelques précisions supplémentaires. Est-ce qu'il y a besoin que je précise plus ou pas, mesdames, messieurs ? Non, c'est bon ? Bien. Donc le pari, c'est que vous étiez déjà au courant de la CIF. Donc je vais aller un petit peu plus vite, c'est super. Donc les déficiences, on retrouve l'idée de la CIH, à savoir une pathologie, un traumatisme crânien, l'accident de voiture, vient modifier un certain nombre de capacités et de fonctions. Ce qu'on peut retenir dans le commentaire très rapide pendant que vous lisez cette diapositive, c'est qu'on associe l'idée d'activité à la capacité à faire. Potentiellement, j'ai la capacité de faire un triathlon ou de faire un marathon. Potentiellement, j'ai la capacité de le faire. 40 km, c'est possible. Je suis en bonne santé, c'est possible. Mais franchement, j'ai horreur de ça, je n'aime pas ça et je ne le ferai pas. Donc je peux courir, je peux être dans cette activité, mais mon choix personnel et le fait qu'il n'y a pas d'enjeu particulier pour moi fera que si j'ai la capacité à faire cette activité-là, je ne la ferai pas. C'est-à-dire je ne participerai pas au marathon de New York, des choses comme ça. Différence entre activité et participation, limitation d'activité, restriction de participation. Donc la participation, c'est l'implication d'un individu. Moi, je viens de définir que j'avais la capacité à, mais que je ne participerai pas à, et pour des choix personnels.
Donc vous voyez, je fais intervenir les facteurs personnels pour dire que dans cette activité pour laquelle j'ai potentiellement la possibilité de le faire, je ne serai pas du tout performant. On associe donc à la participation la notion de performance, c'est-à-dire ce que fait véritablement le sujet, de la manière dont il le fait. Les facteurs contextuels, donc c'était les deux petites boîtes bleues du bas, facteurs contextuels. D'une part, les facteurs environnementaux et les facteurs personnels. Alors, je vais détailler un tout petit peu les facteurs environnementaux. Les facteurs environnementaux, ils sont relativement pas bien indiqués par la CIF. Les facteurs environnementaux, nous les décomposerions en deux parties. D'une part, l'environnement physique et d'autre part, l'environnement relationnel. Je suis ergothérapeute de formation, je suis thérapeute familial depuis quelques années déjà. Je participe avec des collègues à une consultation qui s'appelle Handicap et Famille. Et depuis longtemps, nous avons perçu qu'il était nécessaire, qu'il était utile de changer notre regard sur les patients traumatisés crâniens, sur la pathologie, pour regarder le système, l'environnement relationnel qui pouvait les aider ou pas dans la vie quotidienne. Donc l'idée des facteurs environnementaux, pour nous, c'est surtout de regarder l'environnement relationnel. L'environnement physique, il est maintenant, depuis la loi de 2005, je dirais à peu près bien établi, et les questions d'accessibilité aux services, d'accessibilité aux bâtiments, dans la mesure où c'est la loi qui le définit, ça devient beaucoup plus facile. Par contre, les facteurs environnementaux et l'environnement relationnel ne sont pas définis ni par la loi, bien sûr, ni par la CIF. Et j'imagine que la présence de Marie-Christine Casal et de l'UNAFTC et d'autres représentants de France Traumatisme Crânien porte la question, l'interrogation de la présence des familles auprès des patients, auprès de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs enfants, et en même temps de la relation avec les professionnels. Donc l'environnement relationnel, c'est l'environnement familial, mais c'est aussi l'environnement professionnel. Et nous savons tous par expérience, en tous les cas je parlerai en tant que soignant, qu'un certain nombre de fois nous avons participé et nous avons augmenté les situations de handicap pour ces personnes que nous accueillons. Les facteurs personnels, là encore une fois, dans la CIF, sont relativement peu, même pas du tout abordés, et pourtant c'est ça qui va définir le niveau de participation. Et c'est là-dessus que nous avons centré notre travail avec l'outil que je présenterai tout à l'heure, qui est la GMAP. Donc une grande variabilité interpersonnelle, l'idée que ça ne se prête pas du tout à une classification, donc il faut faire autrement. Et pour les documenter, si on fait le pari, si on fait l'hypothèse que c'est important de les documenter, c'est-à-dire de rencontrer cette personne et d'essayer de la connaître le plus précisément, le plus finement possible, alors il faut sortir du cadre de la CIF. La CIF ne propose rien pour aborder les facteurs personnels. Qu'est-ce qui permet de le faire ? Nous avons deux outils très simples à notre disposition. D'une part, le génogramme. Savez-vous ce qu'est un génogramme ? Non ? Bon. Un génogramme, c'est une représentation imagée de l'organisation relationnelle d'une famille. Alors, c'est un outil qui vient de l'ethnologie et qui servait aux ethnologues à définir dans une population donnée quelles étaient les relations entre les différents membres de la famille pour les qualifier. Alors, je n'ai pas d'exemple particulier, mais on pourra développer ça si vous le souhaitiez, peut-être à une pause ou plus tard. Voilà, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. C'est un outil relativement simple à utiliser, mais extrêmement puissant quand on sait l'utiliser. Et puis la deuxième partie, c'est les récits de vie. Alors, un récit de vie, ça obéit à une méthodologie un peu particulière, qui peut être assez longue, puisque les récits de vie, c'est on fait un verbatim de ce que le sujet a pu dire, et puis on lui demande de vérifier si ce que l'on a bien écrit est bien ce que nous avions compris, etc., etc. Donc on fait une espèce de mix au niveau des récits de vie pour essayer simplement de comprendre quelle était la trajectoire de vie. La trajectoire de vie avant l'accident, à partir de l'accident, et puis à distance de l'accident, et essayer de voir comment le sujet, comment la personne reconstruit son histoire et nous indique les moments qui sont les plus importants pour elle et ceux qui la mettent le plus en difficulté. Alors,
Une des particularités de cette CIF, et c'est un emprunt important à Patrick Fougerolas avec le PPH, c'est de déterminer que les éléments de l'environnement peuvent être facilitateurs ou obstacles. Et ça a été un casse-tête pour nous de réfléchir à cet aspect-là, en quoi l'environnement peut être facilitateur ou obstacle, quand on s'aperçoit que suivant les situations, le même environnement, qu'il soit physique ou relationnel, peut être et facilitateur et obstacle, ou ne représenter strictement aucune gêne pour la personne. Donc il a fallu simplement écouter les personnes, raconter comment elles vivaient, pour essayer de déduire en quoi dans leur environnement ces éléments qu'elles décrivaient pouvaient être facilitateurs, obstacles, ou les deux. Je détaillerai un petit peu plus loin avec GMAP. Bon, voilà quelques définitions sur les facilitateurs. Je suis venu avec une petite valise et j'avais le choix aujourd'hui pour venir dans cet amphithéâtre. Soit je gravissais quelques marches, soit je faisais quelques mètres de plus et j'avais accès à un plan incliné. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de plan incliné, il n'y avait que des marches. Maintenant, c'est devenu logique, c'est devenu habituel. Notre environnement conçoit et conçu pour accueillir des personnes avec une mobilité réduite. Donc c'est l'idée qu'il existe des aides techniques qui peuvent faciliter l'accessibilité, et un plan incliné n'est rien d'autre qu'un aménagement architectural, donc ce n'est rien d'autre qu'une aide technique qui peut faciliter la mobilité. Mais de la même manière, on peut penser aussi les structures. Par exemple, dans le travail que nous avons fait auprès des personnes avec un traumatisme crânien ou schizophrène, on a été très surpris de constater que quand on posait la question aux traumatisés crâniens s'ils connaissaient les services qui étaient élaborés dans notre société pour eux, tous disent évidemment la MDPH, bien sûr. Et quand ils sont à l'UEROS, il est évident que ceux-là connaissent bien pourquoi ils sont à l'UEROS et ce qu'ils doivent à l'UEROS et ce qu'ils doivent à la MDPH. Après, ça se perd un peu dans les nébuleuses, de savoir que c'est une loi qui a pensé la MDPH et que ça n'a pas toujours existé. Ça, c'est autre chose. Mais par contre, les patients schizophrènes, quand on leur demande quelles sont vos ressources, je vois. Vous vivez de quoi? Vous avez combien par mois? Qui gère votre argent? Vous avez besoin de combien de ressources pour payer votre loyer, etc. Ils ne savent pas. Et si on leur parle de la MDPH, ils ne savent même pas répéter le nom de la MDPH. C'est-à-dire que les patients schizophrènes sont des patients qui ne demandent rien. Les patients schizophrènes ne vont pas à la MDPH demander un service. Par contre, les patients traumatisés crâniens, oui. Donc le même environnement peut être facilitateur ou obstacle, suivant la catégorie des personnes à laquelle on s'adresse. Bon, je vais passer sur cette diapositive. Vous aurez un PowerPoint, ce n'est pas très compliqué. Un obstacle pour les facilitateurs, c'est l'autre aspect. La présence ou l'absence d'un des éléments dans l'environnement peut être considéré comme un obstacle. J'ai parlé tout à l'heure d'un exemple tout bête et tout simple qui est le plan incliné. Eh bien, s'il n'y a pas de plan incliné, ça devient un obstacle pour la mobilité. Je vais juste faire un commentaire, vous voyez, j'enfonce le clou, sur quelque chose que nous avons découvert et qui était aussi présent dans la CIF, présent aussi dans le PPH de Fougerolas, à savoir les attitudes. La CIF définit les attitudes, voilà à peu près la définition officielle que propose la CIF, mais globalement, pour expliquer ça, ou pour le comprendre et pour essayer de le mettre à jour, de le rendre visible avec les personnes que nous recevons, notre comportement social est dicté par l'image que nous projetons sur les autres. Nous nous comportons en fonction d'un certain nombre d'attitudes que nous prévoyons de déclencher dans notre environnement relationnel. Notre tenue vestimentaire n'est rien d'autre qu'une attitude de moyennisation à une représentation que nous pouvons avoir de comment il convient de s'habiller. Et notre tenue vestimentaire envoie un message à l'extérieur, à l'entourage, qui permet à l'entourage de savoir dans quelle catégorie sociale, par exemple, on se situe. Si je suis en
guenilles, si je suis pieds nus, si j'habite dans une petite tente rouge à une centaine de mètres du ministère de la Santé, eh bien, je suis probablement classé très rapidement dans la catégorie des SDF. Et l'attitude que nous pourrions avoir vis-à-vis de quelqu'un qui est SDF sera très différente de quelqu'un qui sort d'une des résidences de l'avenue de Breteuil et qui rentre dans sa Rolls immédiatement. Notre attitude va changer. Bon, c'est un exemple tout bête, hein. Mais je le développerai un petit peu plus avec GMAP pour dire que c'est ça qui conditionne notre comportement. C'est donc ça aussi qui conditionne notre activité et notre manière de nous comporter dans la vie. Alors, j'ai parlé assez longuement tout à l'heure des interactions en disant que, au fond, la CIF se définissait comme un modèle systémique. Et si on parle de modèle systémique, alors il faut parler des interactions. Et les interactions, c'est que tout bouge, tout est en lien avec tout. Et évidemment, quand on est dans un schéma statique comme celui de la CIF, avec les petites boîtes et les flèches que je vous ai présentées tout à l'heure, eh bien, ça devient difficile de percevoir les interactions. Donc c'est là où il faut sortir du modèle et rentrer dans l'application concrète, à savoir, une fois qu'on a intégré un modèle théorique, c'est discuter avec les personnes pour voir comment ce qu'elles décrivent de leur activité peut être associé soit aux limitations d'activité, soit aux restrictions de participation, soit à la qualification des facteurs environnementaux en termes d'obstacles ou de facilitateurs, soit ce qui tient plus des facteurs personnels. Donc c'est toute cette navigation très floue qui fait l'interaction et qui fait aussi la qualité et la puissance de la CIF. Bon, j'ai parlé de l'interaction. Voilà, je viens à peu près de balayer très très rapidement la CIF pour mettre le focus sur quelques points qui nous paraissaient importants. Le progrès quand même que nous propose cette CIF, c'est celle du langage commun. Et un langage commun, c'est celui de la loi, bien évidemment. Et puis l'idée de penser le fonctionnement. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être ça peut être l'occasion d'une petite discussion tout à l'heure. Mais l'idée du fonctionnement, elle peut être critiquée d'emblée. En fait, c'est un terme américain, c'est le functioning. C'est la manière de se comporter dans la vie. Nous avons traduit par fonctionnement. Mais nous, dans notre conception, le fonctionnement, c'est une machine. Un être humain vit, ne fonctionne pas. Donc, le terme de fonctionnement, c'est un simple appauvrissement de la traduction anglo-saxonne. Le progrès sensible, c'est de tenir compte des facteurs contextuels. C'est surtout ça qui manquait à la CIH de Philippot de 1980. Alors, vous connaissez la loi. Notre choix avec GMAP, pas le PPH, mais avec GMAP, ça a été de s'appuyer sur la CIF. Tout simplement parce qu'à l'intérieur, dans l'article 2, on retrouve les notions de limitation d'activité, de restriction de participation. Et puis, on découvre aussi les notions de facilitateur ou d'obstacle. J'en aurais terminé avec cette première présentation. Donnez-moi quelques petites secondes et je passe à la deuxième. Alors vous avez vu apparaître un deuxième diaporama que j'ai enlevé tout de suite. C'était ma tentative pour être équilibriste en fonction de ce que vous auriez dit pour basculer sur un autre PowerPoint. Vous n'avez rien dit, donc je continue sur ce que j'avais prévu initialement. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, mon directeur ET était Jean-Michel Mazot et il m'a dit « Toi, tu as une tête à travailler sur la CIF et sur un outil d'évaluation des restrictions de participation. » Et comme c'était mon directeur de thèse et que je suis un garçon obéissant, j'ai dit « Oui, tout à fait. Et en plus, comme je suis ergothérapeute, cette histoire me va bien. » Alors, on s'est réunis à plusieurs, un certain nombre de personnes, des chercheurs, mais pas que des chercheurs, vous allez voir, et de personnes qui avaient un niveau d'expertise, soit de la CIF, soit du traumatisme crânien ou de la schizophrénie et des troubles cognitifs en particulier,
soit qui avaient un niveau d'expertise concernant la vie quotidienne des personnes que nous souhaitions, pour laquelle nous souhaitions évaluer la restriction de participation, et puis des experts aussi de la CIF. Et on s'est associé avec Catherine Barral, qui est sociologue, et qui représentait le CTENRHI, Centre technique national d'études et de recherche sur le handicap et les inadaptations, qui a un petit peu changé de sigle maintenant, et qui était le correspondant local, français, parisien, pour les classifications de l'OMS. Donc elle nous a beaucoup aidé à comprendre la CIF et à voir quelle était son application, son applicabilité. C'est un très vilain néologisme. Voilà, donc je reprends simplement, et pour le détailler un tout petit peu et pour enfoncer le clou, vous voyez que ce qui est important, c'est l'interaction, c'est-à-dire les flèches bleues. Et puis pour bien différencier ce qui est de la limitation d'activité, c'est-à-dire ce que l'on peut faire, la capacité à, de ce que l'on fait effectivement, qui est la participation. Et vous voyez, hein, dans les facteurs environnementaux, jusqu'à la restriction de participation, il y a une petite flèche qui n'est pas celle du modèle officiel, mais que nous avons rajouté parce qu'ils influent directement les facteurs environnementaux sur le niveau de participation. Comme je voulais préciser tout à l'heure, il suffit de penser simplement les plans inclinés pour penser qu'il n'y a pas besoin de facteurs personnels, évidemment, pour voir l'impact de l'environnement sur le niveau de participation. Alors, on a fait un travail de type universitaire. Hein. Quand on commence à étudier un problème, on regarde ce que les autres ont écrit et ce que la littérature peut nous dire du sujet. Alors quand on a regardé, on a vu qu'il y avait, concernant la restriction de participation, très peu d'outils, pratiquement pas, d'outils disponibles pour évaluer la participation. Par contre, pour les limitations d'activité, pléthore. Et Jean-Yves Barrère avait été commandité par la CNSA pour faire un travail de recherche bibliographique absolument colossal avec son équipe. Et il a rendu compte qu'effectivement, c'était surtout les limitations d'activité, donc le résultat direct des déficiences qui étaient documentées. On peut le comprendre assez facilement, puisque les limitations d'activité, elles ont été pensées à partir de la CIH. Et donc le niveau de participation, les facteurs environnementaux, n'étaient pas rentrés dans la tête des chercheurs et des soignants qui travaillaient avec ce type de personnes. Donc pas d'outils concernant la participation, c'est ça qu'il faut faire, elle est là, l'évolution. Des origines multiples pour la participation. Un même processus peut donner des résultats différents et des résultats semblables peuvent provenir de processus différents. Ça s'appelle, en termes techniques, le principe d'équifinalité, qui a été décrit par von Bertalanffy il y a déjà quelques dizaines d'années. Si on précise un tout petit peu ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une activité aussi simple que d'aller au cinéma, le fait de ne pas aller au cinéma peut être, c'est un résultat identique, peut être à l'origine de plein de choses extrêmement différentes. Par exemple, je ne vais pas au cinéma parce que je n'ai pas l'argent nécessaire. J'adore le cinéma. Mais je ne vais pas au cinéma parce que j'ai horreur des files d'attente. J'ai l'argent, mais je n'aime pas les files d'attente. Je ne vais pas au cinéma parce que le cinéma qui m'est proposé dans la ville dans laquelle j'habite ne me convient pas. Si je suis à Bordeaux, ou si je suis à Paris, on va dire Paris, c'est mieux. Si je suis à Paris, je peux aller voir à peu près le film que je veux, quand je veux. Il suffit simplement que j'ai le temps nécessaire pour ça. Mais si j'habite un petit village de la campagne qui n'a qu'une séance par semaine le samedi soir, je suis contraint par l'environnement pour aller voir ce film ou pas. Donc plein de raisons différentes, des processus différents peuvent amener à un résultat identique, à savoir je ne vais pas au cinéma. Donc des raisons qualitativement différentes, et vous comprenez bien que pour faire une classification de ces raisons, c'est absolument inutile, ça ne servirait à rien. Ce qu'il faut, c'est simplement demander à la personne comment elle fait et comment elle se débrouille, quelles sont ses valeurs, quel est son intérêt dans l'activité, aller au cinéma par exemple. Alors, notre projet était de développer un outil d'évaluation en référence à la CIF. Ça faisait quand même partie de la loi, donc on est bête et discipliné. On dit, si la loi a choisi la CIF, alors on va faire la CIF. Bien.
Donc on a regardé à partir des troubles cognitifs des patients traumatisés crâniens et schizophrènes, et la littérature nous montrait que, somme toute, l'expression des troubles cognitifs, si elle est d'une cause, d'une origine différente, c'est la même. C'est-à-dire ils ont les mêmes difficultés de mémoire, ils auront les mêmes difficultés de fonction exécutive, qui vont s'exprimer différemment, mais globalement, ça sera à peu près les mêmes choses. Donc on est parti du bloc troubles cognitifs, et puis on a regardé comment ça se déclinait pour ces deux types de populations. C'est comme ça que nous avons commencé. Nous avons été largement aidés dans cette pensée systémique par notre collègue Michel Collègue, qui est psychologue de la santé et qui nous a apporté la question du soutien social. Et oui, parce que j'ai parlé tout à l'heure d'environnement physique et d'environnement relationnel. Et nous ne sommes pas seuls, nous avons toujours un certain nombre de personnes près de nous sur lesquelles nous savons que nous pouvons compter. Et on sait bien autour de nous ce que l'on peut demander en termes de services, d'aide et d'appui aux différentes personnes qui nous entourent. On ne peut pas demander tout à fait les mêmes choses à des parents, à des amis, à des enfants, à des grands-parents ou à des collègues professionnels par exemple. Donc il y a un certain niveau d'aide au pluriel, différentes, suivant le type d'environnement relationnel auquel on se réfère. Et on a appelé ça le soutien social. Et on demande aux personnes de nous décrire, selon eux, quel est le soutien social qu'elles voient comme disponible par rapport à l'activité pour laquelle nous sommes en train de les interroger, pour lesquelles nous essayons de comprendre comment ils s'organisent. C'est le soutien social disponible. OK ? C'est la famille, c'est des amis, c'est des professionnels, c'est des services publics. Et ça nous permet à ce moment-là d'interroger la personne et de voir quel est son niveau de compréhension et d'interaction qu'elle peut avoir avec son propre environnement relationnel. Et puis, ce qui découle de ça, dans le soutien social qui peut être disponible, c'est la satisfaction que l'on peut avoir à obtenir un soutien social. Et vous ne serez pas étonnés, nous le verrons un petit peu plus loin, que les personnes qui souffrent de schizophrénie se sentent bien plus isolées que les traumatisés crâniens. La pathologie construit, détruit la qualité de l'interaction avec un environnement relationnel. Donc, ils peuvent souffrir d'être isolés et d'autres personnes peuvent au contraire obtenir beaucoup de satisfaction à se retrouver isolés. Et les cas de traumatisés crâniens, par exemple, quelques exemples, qui peuvent recevoir de l'aide, mais quand ils reçoivent de l'aide, ça leur signifie que puisqu'ils reçoivent de l'aide, alors ils ne sont pas capables de faire cette activité. Donc ils préfèrent ne pas demander de l'aide et ainsi avoir l'impression, ou l'illusion parfois, que puisqu'ils n'obtiennent pas d'aide, alors ils peuvent se débrouiller dans la vie. Par exemple, je peux utiliser une carte bancaire. Je demande à pouvoir utiliser la carte bancaire. Je demande à ma famille de me donner la carte bancaire et d'alimenter la carte bancaire. C'est soutenu et appuyé par les professionnels. Oui, mais j'ai eu un traumatisme crânien, je sais utiliser ma carte bancaire, mais je ne sais pas me protéger. Et j'ai tellement besoin d'avoir de l'interaction sociale que quand j'ai de l'argent, je me suis aperçu que beaucoup de gens venaient vers moi. Évidemment, il y a un certain nombre de prédateurs sociaux. Donc, quand j'ai utilisé ma carte bancaire et que j'ai retiré quelques billets et que je vais dans un bar, aucun problème. Très rapidement, les prédateurs sociaux ont flairé la bonne patte. Et donc, je vais utiliser une deuxième fois ma carte bancaire pour eux, parce qu'ils m'ont demandé de l'argent. Et bien sûr, pour être agréable, je vais donner de l'argent. Et puis, plus tard, un de ses amis, une de ces personnes, viendra avec moi directement au distributeur. Et puis demandera le numéro de la carte bancaire. Une fois, 2 fois, 3 fois. Le compte aura été piraté jusqu'à ce que la famille dise « on arrête ». On arrête avec la carte bancaire, on va faire différemment. Donc, les facteurs environnementaux, facilitateurs, obstacles, comment fait la personne pour gérer son argent et avec quelles difficultés cognitives elle peut gérer son argent quand, par exemple, je sais utiliser une carte bleue, mais je ne suis pas capable de me protéger.
Alors, comment on a construit cette histoire? Eh bien, les experts, j'en ai parlé, c'était des professionnels. Bon, c'est un bien grand mot, hein. On connaît un tout petit peu la pathologie, mais les applications dans la vie quotidienne, quand on travaille dans un hôpital, on n'y est pas vraiment. Donc il y avait quand même des ergothérapeutes qui sont plutôt centrés sur justement les conséquences dans la vie quotidienne, des psychologues, sociologues, des médecins, et puis surtout les associations d'usagers. Et ça, c'était, je dirais, l'impact le plus fort dans notre travail. C'est après avoir vu ce qu'il y avait dans la littérature, après avoir listé toutes les activités que nous imaginions comme étant impactées par le traumatisme crânien ou la schizophrénie, on a demandé aux associations de famille, l'UNAFAM et l'UNAFTC, et donc Marie-Christine Casal qui était présente avec nous, de dire ah oui, ça c'est bien ces activités, ça je reconnais parfaitement. Oui, oui, ça, les familles qui viennent nous voir, elles disent ça il faut garder. Ça non, ça c'est pas important, ça c'est pas important pour nous, ça moyennement faut voir. Donc on a fait une deuxième classification à partir de ce qu'ils nous avait indiqué pour retenir les activités que nous allions élaborer, que nous allions évaluer. Voilà globalement ce que donne GEMAP. GEMAP est un entretien structuré, un entretien semi-dirigé avec des questions repères qui portent sur des catégories comme les soins personnels, on a retenu ça, la vie domestique, les relations interpersonnelles, la productivité économique et sociale, les loisirs, la vie communautaire et civique. 6 grandes catégories de la CIF, il y en a d'autres, mais c'est celles-là qui nous ont été indiquées. Vous voyez, on retrouve la base de la CIF avec les limitations d'activité, les facteurs environnementaux et la restriction de participation. Et dans les facteurs environnementaux, ce que je vous indiquais tout à l'heure, le soutien social disponible, le soutien social, la satisfaction que l'on peut avoir à être soutenu, la question des attitudes, et puis de la connaissance que peut avoir la personne de son environnement, je dirais, système et politique. C'est-à-dire la MDPH, c'est système et politique. La loi de 2005, c'est système et politique. Ça définit un certain nombre de comportements des professionnels autour de la personne. Voilà les catégories et puis les items qui ont été retenus et sélectionnés par le groupe d'experts et des familles en particulier. Donc vous voyez qu'on retrouve assez facilement une notion de base des soins personnels, l'hygiène, l'alimentation, prendre soin de sa santé, etc., jusqu'à des choses plus complexes qui impliquent la participation, la vie en société, la vie associative, la spiritualité, la capacité à faire des démarches administratives, à pouvoir voter, c'est-à-dire se sentir impliqué dans une vie sociale, dans une vie politique. Alors, bien sûr, comme il y avait des chercheurs parmi nous, et en particulier Antoinette Proutot, qui est neuropsychologue et professeur à la faculté chargée de la neuropsychologie à Bordeaux, il fallait absolument, bien sûr, faire toutes les évaluations psychométriques nécessaires. On ne résiste que rarement à la tentation de rapporter des chiffres et de voir avec le traitement statistique si ce que nous avons trouvé est valide ou pas. Donc, nous ne sommes pas dans une communication scientifique, je ne détaillerai pas plus que ça, je viens juste l'épingler un tout petit peu, mais gentiment. Et pour dire simplement, alors bon, voilà, dans la thèse, ça c'est une partie de la thèse, il y avait peu de sujets, nous avons continué depuis, donc ça a été présenté en 2012, donc vous voyez, ça a déjà 3 ans. Mais on a continué depuis. Ce travail a été commandité par la CNSA, qui à l'époque cherchait des évaluations de la participation qui soient dites GEVA compatibles, donc avec l'outil que propose la MDPH qui est le GEVA. J'imagine que nous en parlerons aujourd'hui. Et nous avons planché à partir de cette commande-là. Donc les premiers sujets, troubles cognitifs, schizophrène et traumatisme crânien. Ce que l'on constate, c'est que les personnes auxquelles nous nous sommes adressés avaient des difficultés, certes, dans l'aspect cognitif, mais dans les limites de la normale. Ce n'était pas ça qui les gênait véritablement. Par contre, un ralentissement, oui, mesurable pour tous. Ils sont plus lents. Avec un traumatisme crânien, tout peut fonctionner, mais souvent de manière beaucoup plus lente. Il faut plus de temps. Et pour les patients schizophrènes, c'est pareil, c'est la même chose.
Donc il y a une espèce de ralentissement, alors on dirait un vieux terme, idéomoteur, que l'on retrouve dans toutes les activités. Il faut plus de temps pour faire les choses. Alors ça, c'est pour faire riche, hein. C'est voilà, la consistance interne. Si, je vous assure, l'outil, il est valide, au moins en tous les cas pour certains éléments. Et vous savez que le processus de validation d'un outil, d'un point de vue scientifique, c'est à peu près 10 ans. Donc on a encore un petit peu de temps, on est encore en train de continuer ce travail, puisque on a tellement de variables qu'il faut, pour pouvoir les vérifier d'un point de vue statistique, la puissance du calcul statistique, il nous faut beaucoup de sujets. Mais ce n'est pas vraiment un problème, on peut avoir beaucoup de sujets avec beaucoup de temps. Alors ce que ça donne comme résultat, pour ces 15 premières personnes et 16 avec une schizophrénie, c'est que globalement, comme on pouvait s'y attendre, mais nous l'avons vérifié et mesuré, les catégories de prendre soin de soi, de soins personnels et de vie domestique, ne sont pas véritablement celles qui donnent de la restriction de participation. Un petit peu plus quand même pour les relations interpersonnelles, on pouvait s'en douter, ainsi que les loisirs, et surtout la vie communautaire et civique, et la productivité économique et sociale. Alors c'est pas un scoop, hein, évidemment, on pouvait s'en douter. Simplement, je ne sais pas l'heure qu'il est, c'est bon ? J'ai une communication analogique, il faut vite que je me dépêche, mais j'ai bientôt fini. Voilà. Bon, simplement les graphiques qui vous montrent peut-être plus précisément ce que vous venez de voir avec la diapositive précédente. Donc vous voyez qu'il y a une forte disparité suivant les catégories auxquelles on s'adresse et puis suivant la population à laquelle on s'adresse. Les schizophrènes payent le plus lourd tribut comparé au traumatisé crânien. Mais ils sont en difficulté sur les mêmes choses, relations interpersonnelles, productivité économique et sociale, et vie communautaire et civique. Voilà pour la restriction de participation, et on retrouve bien sûr cette même tendance. Je ne vais pas faire un commentaire trop étendu là-dessus. Ce qui a différencié ces deux types de sujets, c'est le soutien social disponible. J'en ai parlé tout à l'heure en disant que les traumatisés crâniens étaient moins en difficulté que les sujets avec schizophrénie. Une différence donc entre les deux sur le type de soutien social disponible et la satisfaction à obtenir ce soutien social. Ça c'est juste l'explication, un peu le commentaire qu'on peut faire sur ces quelques chiffres. Je vais simplement pour commenter les attitudes, si j'ai 2 petites minutes. On me dit oui, pas trop quand même, hein. Donc juste 2 petites minutes. C'est un monsieur qui est schizophrène. Je suis en train de l'interroger sur des choses vraiment très basiques, ce qu'il mange habituellement, ce qu'il aime faire, comment il le fait, où est-ce qu'il fait ses courses. Il habite dans une petite commune de Charente-Maritime, et dans cette commune, il y a une épicerie. Et dans cette commune, il y a aussi un supermarché. Et les supermarchés, bien sûr, sont arrivés après les épiceries. Donc les épiceries sont au centre-ville, et le supermarché, il est à l'extérieur de la ville. Et quand je lui dis est-ce qu'il fait ses courses ? Oui, bien sûr, je fais mes courses, tout ça, bon, très bien. Et vous allez où ? Je vais au supermarché. Ah, et pourquoi vous allez au supermarché ? Eh bien, je vais au supermarché parce que, vous imaginez, vous avez déjà le scénario en tête, on va au supermarché parce que c'est moins cher. On va au supermarché parce qu'on trouve tous les produits, c'est mieux achalandé. Oui. Non, c'est pas pour ça, parce que il est à quelle distance le supermarché ? Là, j'ai eu l'intuition, je lui demande, il est où ? Il est à 4-5 km. Mais vous y allez comment ? J'y vais à pied. Mais vous n'avez pas de voiture ? Non. Quand on est schizophrène et qu'on a l'allocation adulte handicapé, on n'a pas les moyens de se payer une voiture. Facteurs environnementaux, système politique, obstacles. Et si vous n'avez pas de voiture, vous y allez comment ? Est-ce qu'il y a un système de transport en commun ? Vous rigolez, monsieur, on est au fin fond de la Charente, il n'y a pas de bus. Donc je suis obligé d'y aller à pied. Et comme vous y allez à pied, vous ne revenez pas avec un caddie. Non, j'y vais avec une petite poche. C'est-à-dire que dans la semaine, il va faire les courses au supermarché, donc vous voyez, ça fait quand même de l'exercice physique. Et donc il va faire ses courses assez régulièrement, plusieurs fois par semaine, 3 à 4 fois par semaine, avec ses 2 petites poches.
Je dis, mais je suis étonné, vous aimez particulièrement le supermarché, pourquoi est-ce que vous n'allez pas faire vos courses à l'épicerie qui est juste en bas de chez vous? Et là, il me parle des attitudes, je l'entends comme ça. Il me dit, parce que vous comprenez, quand je vais voir l'épicier, vous comprenez comment c'est dans ces situations. On parle un peu. Et moi, je n'ai pas envie de parler. Parce que si je parle, je sais qu'il va savoir que je suis malade et que je suis schizophrène. Ok ? Il a donc une représentation négative, anticipée, que la personne en face de lui pourrait changer son attitude s'il parlait et si elle comprenait qu'il était schizophrène. Donc, face à cette situation, il l'évite et il va faire les courses au supermarché. Il a donc tout à fait la capacité d'aller faire ses courses à l'épicier du coin, chez l'épicier du coin, mais par contre, les attitudes représentent un obstacle pour lui et il préférera évidemment faire ses courses dans l'anonymat du supermarché. On n'a pas besoin de parler à la caissière. On ne lui dit pas bonjour, elle prend les produits, elle les passe sur le scanner et on n'en parle plus. Alors que l'épicier, c'est pas ça du tout. L'épicier, il dit bonjour, comment allez-vous? Comment ça va aujourd'hui? Il va parler de la politique, il va parler du beau temps, etc. Elle est là, sa principale difficulté concernant la restriction de participation, elle le porte sur les attitudes. Vous imaginez bien derrière le travail que les professionnels peuvent faire avec la municipalité. Ce qu'ils ont fait, eh bien, ils ont fait des tables rondes, des discussions avec la population pour présenter les services de l'hôpital psychiatrique auprès des personnes qui habitaient dans la commune. C'est-à-dire qu'ils ont donné de l'information sur la schizophrénie. Ils ont invité la population. Ils ont créé aussi, le maire très actif, a aussi mis en place un véhicule de la commune qui sera mis au service des personnes âgées, mais aussi des patients qui pourraient le demander, des personnes qui habitent dans la commune et dont on peut savoir par ailleurs qu'elles sont aussi suivies par l'hôpital psychiatrique de cette ville de Charente-Maritime. Donc vous voyez que la connaissance de comment la personne décrit son mode de vie implique des actions professionnelles auprès de systèmes et politiques. Voilà, je suis en train de terminer, merci beaucoup. Donc l'idée, c'est non pas de faire une classification, mais de pouvoir documenter finement un profil individuel, décrire les facteurs environnementaux en intégrant les facteurs personnels. L'idée, c'est de pouvoir faire une évaluation clinique qualitative et pas quantitative. Donc GEMAP, c'est un outil, et ce n'est qu'un outil, qui permet peut-être, quand on l'exploite, de faire un accompagnement thérapeutique client-centré, ça c'est pour les ergothérapeutes, et puis peut-être aussi pour les ergothérapeutes et les personnes qui travaillent dans les centres de rééducation, de pouvoir faire des mises en situation ciblée. Et une des apports positifs qui nous a semblé percevoir avec la construction de cet outil, c'est quand une de mes collègues, on est à l'hôpital psychiatrique, ne connaît pas la personne avec laquelle je suis en train de faire l'entretien, et elle le découvre avec moi. Et après l'entretien, je dis alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu valides les questions qu'a pu donner cette personne? Et puis ce que j'ai pu dire, elle me dit, écoute, je ne le connaissais pas, mais maintenant, je sais ce que j'ai à faire pour les 3 semaines qui viennent. À savoir, les mises en situation ciblée, elle savait ce qu'elle allait devoir documenter plus précisément à partir déjà de ce qu'avait pu dire la personne. C'est donc un outil un peu de screening, on va dire comme ça, des activités de la personne. Je vous remercie beaucoup.